Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut ! On se retrouve aujourd'hui pour la première interview. La première interview a été enregistrée avec Florentine Vantiel. Florentine, je l'ai rencontrée durant un stage que j'ai suivi dans l'Est de la France avec une grande dame de chevaux qui s'appelle Elsa Sinclair. Elsa Sinclair, on va en parler pendant l'épisode. Elle a une approche vraiment particulière de la liberté et des interactions avec les chevaux. Florentine était là pour traduire, parce que Elsa est américaine, parle anglais, et donc Florentine la suit sur ses stages en France, en Belgique et bientôt au Québec pour traduire pour ceux qui ne parlent pas anglais pendant les stages. Voilà la rencontre que j'ai faite avec Florentine la première fois. Mais Florentine, elle a plusieurs casquettes professionnelles, comme beaucoup d'entre nous. Et elle a aussi une vision du cheval que je trouve hyper intéressant. Je trouve que c'est une femme qui est très inspirante et il me tenait à cœur de vous la faire découvrir et surtout d'échanger avec elle au cours de cette interview. Je te laisse avec notre interview. On se retrouve après. À plus. On est parti. Bonjour Florentine. Bonjour Morgane. Je suis ravie de te retrouver sur ce podcast. Florentine, donc tu es équicoach, formatrice en équicoaching via ton école dans toute la francophonie. Tu es aussi auteur du livre Révélez votre leadership avec l'équicoaching. Oui. Et tu organises aussi et traduis les tournées d'Elsa Sinclair, qui a une approche au cheval très particulière. Tu organises donc et tu traduis ses venues en France, en Belgique. Donc ça, c'est pour ta partie, je dirais, professionnelle. Et Ouais. moi, pour commencer et pour qu'on puisse un peu te découvrir et te rencontrer sur ce podcast, j'aimerais que tu nous racontes qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec les chevaux. Alors, eh bien précisément, je pense que c'est l'équitation qui m'a amenée à ça. Ok, La proposition, et encore maintenant, la proposition que j'avais, c'était de finalement pas écouter le cheval et de le forcer à m'obéir. Donc ok, voilà, j'ai appris comme ça, j'étais une cavalière du dimanche, j'avais des chevaux qui était bien obéissant. Et bon, il y a peut-être une chute dans un fourré d'ortie que j'ai fait une fois avec une grosse ponette qu'on m'avait donnée et qui était un peu frétillante au printemps, mais j'avais pas un passé de cavalière énorme. Et puis il y a deux événements qui se sont passés dans ma vie privée. Ça allait pas trop, avec mon mari. J'avais un CDD à la Commission européenne, mais c'était dans une DG qui était pas très fun. Les gens n'étaient pas très drôles. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et le seul moment où je m'éclatais, c'était quand je retrouvais les copains le jeudi soir pour le cours et le dimanche matin pour la balade en forêt avec les chevaux. ok, Et puis, dans ce centre équestre est arrivé un cheval, Lancelot, un réformé des courses. Il était mais magnifique. Rien que de t'en parler, j'en ai encore des frissons. Tout le monde voulait le monter, mais ancien réformé des courses, il était très... voilà, il avait beaucoup de sens, c'était un KWPN, et donc le propriétaire, par sécurité, ne le prêtait qu'à des cavaliers chevronnés. Et donc, bon, il avait sa dose de carottes à chaque fois que j'allais pour mon cours. Et puis, petit à petit,
il s'est éteint. C'est-à-dire que quand il est arrivé, même le propriétaire disait ouais, c'est un cheval qui a plein d'humour et c'est vrai, il était fringant, il était joyeux, très participatif, très impliqué. Et puis petit à petit, ça s'est éteint. Et puis un jeudi soir, quand je vais pour mon cours, je veux aller lui donner les carottes, il n'est pas là. Et on me dit, ah mais oui, mais non, Lancelot, il est là-bas au bout du couloir. Et en fait, bon, pour une raison que je ne sais pas, ils n'avaient pas trouvé de quoi l'attacher décemment. Et donc, il avait juste un licol plat, une chaîne qui était passée dans un anneau et une bûche au bout. Ok. Et donc, il ne voyait rien venir puisqu'il était contre le mur, entre deux murs. Il n'y Ouais. avait pas de porte. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait du bruit, il se retournait, ça faisait un bruit de chaîne épouvantable. Et il était, mais abattu, quoi. Et donc, j'ai été voir le propriétaire et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était ton meilleur cheval, pourquoi tu lui fais ça? Et il dit, oh, j'avais besoin du box pour un cheval de propriétaire. Et puis, qu'est-ce qui te prend, quoi? C'est qu'un cheval. Et là, pour moi, j'étais hyper choquée. Ah ouais, tu m'étonnes. J'étais vraiment hyper choquée. Il y a une copine à moi qui m'a dit exactement la même chose, mais enfin, ne fais pas ta sentimentale, c'est qu'un cheval. Bon, elle avait été entraîneuse de chevaux de course, donc je pense que quelque part, il y a aussi une partie où on se coupe de ce qui se passe par le stress, mais le stress des deux, autant le stress du cavalier que le stress du cheval. Et moi, j'étais là avec, ah ben non, pas l'enflot. Et, et bon, c'est un peu long, mais finalement, je l'ai acheté, Lancelot. Et moi, j'étais persuadée qu'il allait être mais ravi que je sois son unique propriétaire. Et en fait, il était perpétuellement de mauvaise humeur. Ok. Non, pas bien. Et moi, je ne comprenais pas. Donc, c'est vrai que il était travaillé 7 jours par semaine, 7 heures par jour. Son box était au fond d'un couloir éclairé au néon. Il savait jamais le temps qu'il faisait quand il allait sortir. Et là, tout d'un coup, il avait un box, bon, quand même un peu isolé et éclairé au néon, mais il était avec 4 autres chevaux. Et je le travaillais pas 7 heures par jour. Mm. Et lors d'une balade en forêt, il m'a embarqué au galop. Je suis partie avec la fameuse copine entraîneuse de chevaux de course Ouais. sur un champ de course. Ok. Voilà. Ouais. Et au début, j'ai trouvé ça fun. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était pas fun du tout. Parce que c'était lui qui décidait, qu'il est parti en compétition avec le cheval à côté. Et que voilà, j'ai eu plus de jambes, j'ai plus de bras, j'ai plus rien eu du tout. Et puis à un moment donné, va savoir pourquoi, il y a eu un arbre sur notre chemin et je lui ai envoyé, que je crois, hein, c'est probablement pas ça, mais je lui ai envoyé la tête dedans et il s'est arrêté. Et ma copine derrière est arrivée en disant, pas un seul instant, j'ai eu peur pour vous. Euh, Moi, j'étais tétanisée et donc j'ai raconté ça à mon prof, qui était le propriétaire des écuries. Et en fait, tout ce qu'il m'a donné comme réponse, c'était une augmentation de moyens de coercition. Donc, on lui a mis un pénam, il m'a demandé d'acheter des éperons, d'utiliser une cravache. Et en fait, ça n'a rien changé du tout. Ouais. Ça n'a rien changé du tout. C'était une augmentation de moyens sans aucun résultat. Et j'avais la certitude que ce cheval était capable de recommencer à m'embarquer et que même si je tirais sur une reine comme une pétée, la reine risquait de péter. Et il pouvait me galoper en me regardant droit dans les yeux et en me disant, même par la douleur, tu m'arrêteras pas. Et là, ben, il y a beaucoup qui auraient revendu le cheval et fait du scrapbooking. Et moi, Ouais. je me suis dit, mais pourquoi il est comme ça? Il devrait être heureux. Et donc, il faut changer quelque chose. Et tout à fait incidemment, et je pense que la vie fait vraiment bien les choses, j'ai eu un accident où j'ai eu le coup du lapin, donc je pouvais plus monter et c'était vers le mois de mai-juin. Et donc là, j'ai dit à mon professeur, je peux plus monter jusqu'au mois de septembre, et donc je vais aller le mettre en prairie. Et donc je l'ai changé d'écurie. En fait, mon idée à moi,
C'était que j'allais changer d'écurie. C'est ça. C'était la bonne occasion, quoi. C'était l'occasion. Mais c'est ça que je te dis, la vie fait bien les choses. Le cadeau caché derrière ce truc-là, derrière ce coup du lapin, j'étais avec une Minerve, j'étais comme ça, encore moins assurée que possible. Même au pas, j'étais pas bien. Et en fait, c'était une petite écurie où il y avait une femme qui faisait des petits cours de Pat Parelli. Ok. Voilà, une approche basique de chez Basique. Mais je voulais aller là parce que j'avais reçu un bouquin. J'avais commencé à regarder les images, puisqu'il n'y avait pas encore trop YouTube à ce moment-là. Et en fait, dans cette écurie, c'était plus des murs en béton, c'était des barreaux, donc il voyait tous ses copains. Ok. Il avait sa petite fenêtre personnelle qui donnait sur le soleil couchant. Et aussi, il pouvait aller en prairie. C'était moi qui devais aller l'amener, mais du coup, je me levais tôt le matin. J'allais le mettre là jusqu'à midi et ça a changé sa vie. Et en fait, notre relation, elle a commencé à s'ouvrir à ce moment-là. Et elle s'est aussi ouverte grâce à Brigitte Latouche, qui m'a donné ces bases-là. Et puis, de nouveau, toujours étant dans ce truc de qu'est-ce que je fais de ma vie, le CDD à la Commission européenne, ça ne me branche pas trop. Je faisais ça depuis très longtemps. Et donc, j'étais envoyée dans des DG différentes. Je me suis dit, mais au fond, je ne dois pas être la seule à rencontrer ce type de problème. Donc, je vais aller me former au Haras de la Sens, où il n'y Ok. avait encore pas de Parelli à l'époque. Et D'accord. j'ai fait ma formation au moment où William Kriegel a remercié Pat Parelli pour mettre Andy Boots à la place. J'ai fait ma formation à ce moment-là. Et très vite, en fait, j'ai touché un plafond de verre parce que, entre-temps, je me suis retrouvée avec un second cheval. Euh, et de nouveau, c'est une histoire de la vie te met aux bons endroits. Ouais. Euh, avant d'aller au Haras de la Sange, j'avais fait une formation de kinésiologue animalière. Et que j'ai finalement pas beaucoup pratiqué parce que à chaque fois qu'il y avait quelque chose, que j'avais un client, c'était tout le temps pour me ramener à moi, je voulais travailler avec des animaux Ouais. parce que c'est quand même plus facile que les êtres humains, on est d'accord. C'est vrai. Et en fait, la kinésio me renvoyait systématiquement à l'animal, que ce soit un chien, un chat, un cheval, c'était toujours, il doit se remettre en question, il faut qu'il y ait ceci ou ça qui se passe. Mais j'avais pas du tout l'art et la manière de pouvoir aborder les choses. Donc, je leur disais comme ça m'était venu et comme l'animal me le sortait, et c'était extrêmement confrontant. Et donc, voilà, je me disais, mais ça va pas être mon truc, ça. Ouais. Et donc, les animaux, en kinésiologie, en fait, ils te parlaient souvent du propriétaire, quoi. Constamment, en fait, c'est une relation, et une relation, ça a deux bouts. Donc, Ah moi, ouais. je me parlais que de l'animal, mais l'animal, il me disait, non, 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 et là aussi, il y a un truc, quoi. Et c'est pas facile. Ouais. Parce que l'animal, le propriétaire, il vient en disant comment on va chez le vétérinaire ou chez le médecin, c'est réparez-moi, vous réparez mon animal. Mais moi, ça va. Je ne veux pas me remettre en question. C'est la même chose avec les cavaliers, hein, on est bien d'accord. Et donc, voilà, dans le cadre de cette formation, j'ai été appelée pour un cheval hyper compliqué. Ok. Et quand on a abordé d'ailleurs la question du karma avec ce cheval, enfin, c'était un poulain d'1 an qui avait déjà été 3 fois à l'hôpital et les vétérinaires avaient dit à son éleveur, bah, il faut le vendre parce que comme il est grand et lourd, bah, vous allez avoir le prix de la viande, mais là, vous allez dépenser des fortunes et ça sert plus à rien. Et sa femme a dit, mais non, il a mis tellement d'argent pour que ce cheval remporte les Jeux Olympiques de je ne sais plus quelle année. Mm. C'est idiot, essayons encore un truc qu'on n'a pas essayé. Et donc, elle m'a appelée. Elle m'a amené le poulain dans le box. On a fait une partie de la séance dans le box. Et quand on a abordé le thème du karma, j'ai jamais vu ça de ma vie. Peut-être des antilopes, mais il a sauté sans prendre de battu, boing, comme si ses sabots étaient électrifiés.
de l'autre côté de la porte. Et j'ai dit, il n'accepte pas son karma. C'était un cheval qui avait été issu de la procréation médicalement assistée. Et elle m'a dit, mais enfin, il a un petit peu accepté son karma, mais là, il t'a donné la réponse. Et donc, après ça, il devait suivre 3 mois d'homéopathie à raison de 9 prises par jour. Et comme la jeune femme voulait s'en occuper, je lui ai dit, non, écoute, tu attends un bébé, ce cheval, il est totalement imprévisible. Moi, je veux bien m'en occuper. Ok. Je l'ai pris chez moi et donc mon premier cheval Lancelot qui était tout seul en prairie, ben, il a trouvé l'avantage d'avoir un copain et en fait c'est mon premier cheval qui lui a appris à ce cheval-là qui il était. Il lui a appris qu'il était un cheval et c'est devenu son père, son frère, sa mère, son copain. Ils étaient devenus inséparables. Et du coup, ça a vraiment baissé les niveaux de stress du poulain. Et moi, 3 mois après, j'ai téléphoné et je dis, bon, ben voilà, il saute plus les portes de boxe, il est dans l'apprentissage, il est ouvert et sympa. Et le gars m'a dit, ah non, vos conneries énergétiques, ça, moi, j'en veux pas. Donc, ben, je te le vends. Je te le vends au prix de la viande. Et donc, moi, je me suis retrouvée avec un poulain et absolument pas outillé pour pouvoir monter. L'étudier, quoi. Je venais à peine de commencer ma formation. Et donc, j'ai été voir Andy qui m'a dit, mais, ah oui, ben, le débourrage, il faudrait que ça se fasse chez nous par des professionnels. Donc ça, c'est pour la petite histoire de me retrouver avec 2 chevaux. Et la raison pour laquelle je te raconte ça, c'est que donc j'ai assisté au pré-débourrage du poulain. Et puis, ça se passait en 3 semaines. Il m'avait dit, on fait ça 3 semaines et puis on le laisse pour l'hiver et puis on le reprendra après. Ok. Et, euh, et donc, moi, je suis restée 2 semaines au Haras de la Sens pour voir comment ça se déroulait. J'avais mes 2 chevaux là. Et puis, je suis rentrée une semaine parce que, bon, voilà. Tu pouvais Mais pas élire domicile au ras de l'ascenseur, voilà. infiniment. Et en fait, je revenais après cette semaine-là, terminer une semaine de formation, donc 4-5 jours de formation. Et puis, je repartais avec mes 2 chevaux. Et en fait, déjà, quand je suis arrivée au Haras de la Sens, mes chevaux n'étaient pas du tout là où j'avais demandé qu'ils soient. Ils étaient dans un tout petit pen avec rien du tout comme foin. Et quand j'ai pris mon cheval pour faire ma formation, le poulain s'est énervé, il s'est levé, il est retombé sur la colonne vertébrale. C'était vraiment pas bien du tout. Et donc, j'ai remis mon cheval, j'étais voir l'instructeur, je dis voilà, Pierre, écoute, il y a un problème, mon cheval devrait pas, mes chevaux ne devraient pas se trouver là où ils se trouvent. Et quand je prends mon grand, eh bien, bah, le petit, il est tombé sur la colonne vertébrale. Et donc, il me dit, écoute, pas de problème. Dans la piste autour, il y avait des box. Et puis, on va le mettre dans un box. Et puis comme ça, tu fais ton cours, il voit son copain, il va se calmer. Sauf qu'il ne s'est pas calmé. Et donc, il voulait, lui, participer. Il voulait être là. Et donc, il a commencé à faire un peu semblant qu'il allait sauter la porte du box. Donc, Pierre a dit à sa copine, chaque fois qu'il fait ça, tu lui envoies la longe. Ouais, sur le bout du nez. Ça n'a fait qu'augmenter la mayonnaise. Ok. À un moment donné, moi, je voyais rien parce que Pierre était en face de moi et mon poulain derrière, Ouais. elle aussi. Euh, à un moment donné, Pierre a tapé son carotte stick sur le sol et il dit, ça ne se passera pas comme ça. Je ne sais pas ce qui s'était passé. La seule chose, c'est que euh, ça me ramenait de nouveau à l'humain. Ouais. Les plus belles formations, les plus beaux trucs, c'est toujours l'humain derrière qui commence à bugger. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'est tombé dans mes mains le Tao du cheval de Lina Kohanov. Et je me suis dit, je vais faire ça. Mais bon, c'était vraiment hors de mes moyens financiers. Et elle avait à l'époque, maintenant il y a plein d'Eponaquest partout, mais à l'époque il y avait 2 personnes. Il y avait une personne en Irlande et une personne en Finlande. Et donc j'étais en Finlande faire l'atelier d'introduction, puisqu'elle demandait un atelier d'introduction pour voir si psychiquement t'étais ancré. Ouais, ouais. Ah, et bon, je trouve que c'est un très très bon
un très très bon moyen de faire et de poser une candidature, parce que tu devais poser ta candidature après avoir passé l'atelier d'introduction. Ok. Et donc j'ai été là-bas et on devait choisir un cheval et avoir une activité avec ce même cheval après. Et donc j'ai choisi un cheval finlandais, ils sont assez costauds, une blonde, une jument blonde. Et, euh, et puis en fait, l'activité c'était, ben voilà, ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez avec le cheval. Et je voyais pas très bien. Moi, sortant de la séance, j'ai dit, il n'y a pas de problème, hein, je vais Ouais. passer les barres, tourner les plots. Et j'ai mouliné pendant 10 minutes. Elle n'a pas bougé d'une oreille. Rien du tout. Et là, je me suis littéralement effondrée. Et j'ai fondu en larmes. J'étais m'asseoir sur un petit plot en plastique jaune. Et à ce moment-là, elle a bougé. Ah ouais. Elle est venue vers moi. Et avec sa tête, elle a pris ma tête contre sa poitrine. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai recontacté, et c'est là où ça devient intéressant, à la bascule, elle est là. J'ai recontacté un souvenir de quand j'étais toute petite, quand j'avais 2 ans. Ma mère est partie en voyage pendant un mois. Moi, j'ai cru que c'était fini, que j'avais perdu ma maman. Ah ouais. Et, et en fait, ça a fait de moi une petite fille et une adolescente terriblement insécure et une jeune femme abandonnée. J'ai fait une psychanalyse. Et c'est vrai que j'ai eu, bon, ça m'a bien aidé, que j'ai eu des prises de conscience énormes pendant ma psychanalyse. Mais le fait d'être prise dans les bras par la jument, Ah ouais, euh, d'accord. ça, en psychanalyse, on est dans le mental, on fait que parler. Et effectivement, il peut y avoir des émotions, et effectivement, on pleure beaucoup. Mais là, on était dans le relationnel pur d'une émotion qui était mentalisée, qui était parlée. Et je doute fort d'ailleurs que si mon psychanalyste m'avait pris dans ses bras, ça aurait eu le même effet. Et là, on était vraiment dans l'émotionnel et dans le relationnel pur. Je me suis dit, mais attends, j'ai fait 10 ans de psychanalyse, mais c'était ça qui devait bouger. Parce que la jument a fait ce que ma mère n'a pas fait, parce que je pense que ma mère, elle a été aussi impactée que moi a posteriori, quand elle a vu ce qui s'était passé pendant un mois et que je la reconnaissais à peine. C'est-à-dire que pour moi, ma mère, c'était pas quelqu'un sur qui je pouvais compter. À Ouais. 2 ans, tu parles même pas. Tu parles très peu. Tu n'as aucune notion du temps. Donc pour moi, maman, elle était partie pour toujours. Mm. Et, euh, et donc, je me suis dit, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Je veux faire ça. Mais c'était toujours aussi cher, Linda Cohen. Ça n'avait pas changé. Et en fait, j'ai fait venir 2 instructrices. J'ai fait venir Cathy Pike et j'ai fait venir l'instructrice finlandaise. Et donc, il y a eu, en gros, si tu veux, 2 ans de formation. Et je me suis rendu compte que, mais voilà, on était tous, bon, il y avait par formation, il y avait une douzaine de personnes. Et de nouveau, des personnes qui venaient d'Allemagne, de Hollande, de France, de Suède. Et on était toutes à vivre des moments, moi un peu moins, parce que j'étais organisatrice, donc j'avais un côté un peu observateur, j'étais pas impliquée de la même manière. Ouais. Euh, mais on avait tous, parce qu'il y avait des hommes qui venaient là aussi, à pleurer, à vivre des trucs, mais c'est comment on fait après? Ouais. Comment on fait? Et alors, elles répondaient toutes les deux, mais vous faites votre propre recette. Mais recette de quoi? Quand tu fais des prises de conscience sur toi-même, tu sais pas faire des recettes après. Tu dis, ah, mais j'ai compris ça de mon histoire. Mais comment est-ce que je vais aider quelqu'un à pouvoir vivre la même chose que moi? Je sais pas, j'ai pas, il me manque un lien. Et c'est comme ça que j'ai fait une formation de coaching à Paris, Ok, donc coaching pur, là, on est. coaching pur. Ok. Et en fait, j'ai pris le coaching pur dans les activités que j'avais appris avec Cathy Pike et Marie-Louise Leitio. Ouais.
Et en fait, j'ai créé ma propre formation. Mais je restais et je voyais en fait que ça continuait dans l'équitation éthologique. Et en fait, moi, Lancelot, lors d'une formation, il m'a montré, écoute, tes outils de coercition, tu les jettes. Parce que avec la finlandaise, on prenait les chevaux et on allait dans une piste un peu plus loin, mais il y avait tout un chemin qui tournait avec des champs de tous les côtés. Et un jour, avec une autre stagiaire, on a pris les chevaux. Et puis Lancelot nous a échappé. Enfin, il nous a pas échappé. On avait mis la corde sur le dos le temps de prendre les autres. Il était en train de manger. Quand tout le monde était là, il a levé la tête et il est parti. Et la stagiaire a voulu courir. Je dis, attends, laisse-le. J'ai l'impression qu'il nous dit un truc là. Ok. Et il nous a dit, ben oui, on va. Ah ouais. Ça fait plusieurs jours qu'on le fait. Pourquoi tu veux nous mettre tout ça sur la tête? Ça Ok. m'a impressionné. Et je me suis dit, mais ils comprennent beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on est là à leur faire le bâton aux carottes alors que tu penches la tête juste comme ça et il a compris. Si on est lourd, quoi. Et en fait, c'est lui qui m'a appris la liberté. C'est lui qui m'a tout montré. Mais de nouveau, un peu comme avec les deux instructrices, il n'y avait pas de méthodologie. On a besoin, nous, d'une méthodologie. On a besoin d'escaliers. Parce qu'on a un cerveau intuitif, mais on a un cerveau rationnel aussi. Ouais. Et si on n'a que de l'intuitif, on risque d'un moment donné de basculer dans de l'interprétation et je trouve ça extrêmement dangereux. Ok. Et donc le rationnel, ça nous permet de rester à décortiquer, à prendre des détails en compte. Et donc, ben voilà, Lancelot est décédé. Il avait 38 ans. Ouais. Oui, oui, on me l'avait vendu pour un cheval de 18, mais c'était pas ça du tout, hein. Quand j'ai vu le dentiste après, il en avait 22 plus. Donc, on a eu 10 magnifiques années ensemble. Et donc, il est mort au mois de juin et au mois de février. En fait, j'ai vu le teaser d'Elsa où elle demandait c'était une demande de fonds pour terminer son film. Ouais. Et j'ai dit, mais attends, cette nana, elle a ce que je n'ai pas. Moi, j'ai fait, mais elle va me permettre de faire un raccourci pour comprendre en fait les différentes étapes, parce que je ne sais même pas l'enseigner à mes autres chevaux. Donc attends, juste pour recadrer un petit peu, Elsa, pour ceux qui nous écoutent et qui la connaissent pas, on parle d'Elsa Sinclair, Ça, qui c'est est, clair. est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est son approche? Qu'est-ce qu'elle a de particulier dans son approche? Eh bien, justement, ce qui m'a interpellée Ouais. dans sa demande de fonds pour terminer son film, le teaser qu'elle mettait, c'était que elle avait débourré, on va dire ça comme ça, une jument sauvage, une Mustang, uniquement avec son langage non verbal. Ok. Et là, moi, je me suis dit, mais cette fille-là, il faut que je la rencontre. Ouais. Il faut que je la rencontre parce on a des choses à se dire et à comprendre. Et donc, j'ai vu, donc c'est au mois de février, au mois de juillet, elle donnait son premier workshop en Colombie-Britannique. Donc, elle était à ses tout débuts aussi, hein. Et j'ai pris un avion pour aller là-bas. Et quand je l'ai rencontrée là-bas, je lui ai demandé si elle voulait venir en Europe donner des formations. Elle m'a dit, mais oui, bien sûr. Et puis au mois de novembre, elle a donné sa première formation en ligne. Avec le décalage horaire, je vais me lever à 1h du matin pour suivre une formation en anglais. J'étais complètement azimutée et depuis, en fait, depuis, je traduis ses stages. Donc, elle vient. La première fois qu'elle est venue, c'était en Belgique. Il y avait 75 personnes Mm. qui venaient de nouveau de France, d'Allemagne, etc. De Hollande aussi. Et là, j'ai dû mettre un petit peu le holà parce qu'il y avait 4 participants avec chevaux. Mais il faut savoir que la formation, elle se faisait grâce au fait qu'il y avait des personnes avec les chevaux et pas s'il y avait eu que des participants pour lui poser des questions, ben, on n'aurait pas eu de chevaux, on n'aurait eu aucun exemple et elle aurait rien pu. Enfin, si, elle aurait pu donner 4 jours de conférence, mais le but, il n'était pas là non plus.
Donc, parce qu'elle est extrêmement généreuse et quand elle répondait aux questions, mais du coup, la personne qui était avec son cheval là-bas au bout et qui dit, mais je fais quoi maintenant? Elle se sentait un peu abandonnée. Du coup, on a réduit à 8 participants avec chevaux et une vingtaine d'auditeurs. Comme ça laisse la possibilité de pouvoir poser des questions, de faire des allers. Mais tu as assisté hein, chez Chiliane à un de ses stages. Et donc voilà. Et moi, ça m'a apporté la dimension qui me manquait. Enfin, que Lancelot m'avait enseigné en quelque sorte, mais elle met les mots dessus par rapport au niveau de stress du cheval et ça me permet d'avoir une meilleure lecture par rapport aux clients. Oui. Donc Donc, pardon, est-ce que si on fait le lien avec ce que tu disais avant, du coup, ce que tu nous dis là, ce serait que le fait d'expérimenter avec Elsa a un peu permis de rationaliser ce que toi tu sentais avec ton cheval? exactement. Ok, donc là, on fait le lien entre l'émotionnel, ce que tu disais, ce que tu sentais avec ton cheval, et la rationalité, le rationnel la théorie presque, en fait, que Elsa te permet de mettre en place, quoi. Ok. Exactement. Et donc, pour revenir à la question du début, Ouais. je suis venue à l'Equi Coaching. Donc, je suis vraiment dans l'humain là. Mais l'animal est un lien. Et je pense que l'animal est un lien émotionnel parce qu'on est complètement déconnecté de nos émotions. On ne nous a pas appris. Euh, bon, je suis une hypersensible, je suis une vraie éponge. Et ça a été un vrai travail pour moi de mettre des mots sur tout ce que j'absorbais. Mais maintenant, c'est aussi beaucoup plus fluide. Ouais. Et ce que j'adore, moi, maintenant, c'est que dans mes formations, j'ai des professeurs d'équitation qui disent, je ne prendrai sans doute pas un public purement hors cheval, mais je suis souvent en difficulté avec un client parce que, en fait, sa vie privée impacte sur sa façon de monter. Et je pourrais donner toutes les techniques du monde. S'il n'y a pas un travail sur soi ou si je ne pose pas une question à un moment donné qui va le faire percuter sur ses émotions, eh bien, à un moment donné, le couple se sépare alors que un petit effort de la part du cavalier, ça va permettre. En fait, c'est un peu comme l'émission Marié au premier regard. Hein, c'est chacun doit mettre de l'eau dans son vin parce qu'on ne se connaît pas. Et puis, il y a les psychologues qui sont là. C'est vrai, j'avais jamais fait ce lien-là, mais effectivement. Et le truc fou, c'est qu'en plus, souvent, si tu t'ouvres vraiment à ce que tu ressens, au premier regard, tu sais si ça va matcher ou pas. Avec le cheval, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que pour le coup, moi, donc j'ai exercé pendant 1 an dans un centre équestre Mhm. et les chevaux étaient attribués aux cavaliers par la responsable du centre équestre. Donc moi, j'avais les élèves en cours et j'arrivais le matin et elle me disait, tu mets ce cheval-là avec cet élève-là et tout ça pour tout le long de ma journée. Et en fait, parfois, ça matchait pas du tout, quoi. Et moi, j'avais juste à mettre, tu vois, tu mets tout le monde dans un manège, là, et puis c'est comme si les couples se formaient tout seuls. C'est assez marrant, Oui, ça me rappelle quand j'ai fait après le Haras de la Sens, j'ai été chez Sylvia Führer. J'ai continué ma formation avec Ken Faulkner, qui malheureusement ne vient plus en France. Mais Sylvia, elle attribuait les chevaux. Et dès le début, en fait, on était tous, oh non, pas Fanny, pas Fanny, pas Fanny. Fanny, c'était un cheval de trait, une jument de trait. Et si tu lui demandais pas les trucs poliment, ça n'allait pas. Et du coup, on était en pleurs à côté du cheval pendant 4 jours. hein. C'est fou. Et si tu envoyais ça aujourd'hui, tu ferais les choses complètement différemment ou t'interpréterais peut-être différemment, ce qui te permettrait d'interagir avec cette jument-là, quoi.
Ouais. Et en fait, je pense que si dès le début, j'avais eu un prof qui s'intéressait à moi plutôt qu'à l'augmentation de moyens de Ouais, coercition, euh, je pense que je serais jamais devenue équicoach. J'aurais continué à monter à cheval. ouais, ok. Et maintenant, c'est vrai que monter à cheval, c'est un plaisir, mais je me rends compte aussi que j'ai besoin, moi en tout cas, j'ai besoin de sentir que mon cheval est d'accord et que ça lui plaît autant que moi. Ok. Sinon, il n'y a que moi qui prends du plaisir. euh, et je trouve pas ça juste, en fait, parce que pour moi, c'est une relation. Mais je peux très, très bien comprendre qu'il y a des chevaux qui sont euh, de nouveau, hein, c'est une question de personnalité. Il y a des chevaux qui adorent ça, qui sont des vrais guerriers, qui en redemandent, qui ont un niveau d'énergie là, 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 là. Ouais, Euh, et c'est très chouette. ouais, mais c'est pas le cas de tous, quoi. Voilà. Chouette. Et donc, ouais, c'est trop bien. Du coup, j'ai plein de sujets j'ai plein de questions qui me viennent, mais d'abord, du coup, aujourd'hui, tu es toujours cavalière, c'est-à-dire que tu montes toujours sur tes chevaux pour faire des balades et ce genre de choses. Euh, Je monte qu'est-ce que sur un de mes chevaux, sur sur un, ma parce que pour te dire la patience que j'ai, le dernier cheval que je l'ai acheté parce que je trouvais intéressant qu'il flanquait tout le monde par terre. ok, Surtout un copain à moi qui était excellent cavalier, une assiette incroyable. Ben il l'a flanqué la dernière fois qu'il a monté, il l'a flanqué 3 fois par terre. Bon, il avait mal au dos, ça c'était une chose, Hmm, mais en dehors de la séance d'ostéopathie, il était jeune et il n'y avait aucune raison qu'il soit comme ça. Et cette année, je commence à le monter et ça fait ouais, pendant 6 ans. Donc la première année, je lui ai dit, bon, je te montre pas, tu vas voir, ça va, une relation. En fait, c'est un cheval qui avait désinvesti. C'est pour ça que je te dis que le relationnel pour moi est vraiment important. Il avait totalement désinvesti dans l'humain, pas dans les chevaux, mais dans l'humain. Avec les chevaux, il avait du mal à trouver sa place aussi, mais bon, ça commençait à s'installer. Et puis après, je lui ai mis une selle. Il a eu une réaction allergique. Il a fait une gonfle sur tout l'endroit de la sangle. Alors que j'ai mis juste la selle pour faire la balade qu'on faisait à pied d'habitude. Je me suis dit, OK, une allergie, ça dit quoi, hein? Ça dit, j'ai peur du monde dans lequel je suis et je vois où c'est. Donc, voilà. À chaque fois, le vétérinaire homéopathe qui passe derrière. Et puis, euh, et puis je l'ai monté à cru, en fait. Mais juste me mettre sur lui, puis me mettre sur lui et faire un pas ou deux, mais il était vraiment, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, voilà, j'ai fait des petits progrès, mais vraiment très, très peu. Et puis cette année, j'ai demandé à un professionnel de venir pour le débourrer. Ça n'a pas marché. ok, Euh, Et pourtant, il est vraiment super et vraiment bien. Mais il était sur le cheval et le cheval ne bougeait pas. Il dit, ben voilà, j'attends. Je pourrais lui taper dessus, mais ça va servir à rien, j'attends. Et ok, donc, il restait 1 heure dessus. Et puis, cette année-ci, eh ben voilà, maintenant, on est au pas, on trotte, ça va bien. Donc, je suis pas encore partie en balade avec lui, mais l'envie est là. C'est ça que je te dis, moi, s'il n'y a pas l'envie, ouais, à un moment donné où on va aller dans le mur. ouais, Et puis j'ai un autre cheval, c'est le fameux qui faisait ses folies au Haras de la Sens, qui est un cheval de compétition, qui est extrêmement puissant et qui a surtout appris à utiliser sa force contre l'humain. ouais, Et ce fameux cavalier qui est venu pour euh, redébourrer mon cheval, il le monte et il le monte super bien. Et donc voilà, moi il me fait peur, pas au sol. Au sol, j'en fais ce que je veux. Par contre, c'est un cheval qui est resté avec des niveaux de stress très, très, très élevés. Quand il est tout seul, il fait plein de conneries, il ne prend pas les bonnes décisions.
Donc là, moi, ce que j'ai travaillé avec lui ces derniers temps, c'était effectivement, et là maintenant, il est tout seul et loin des autres dans une prairie et j'ai totalement confiance. Ça ne lui pose plus de problème. Ok. Ce genre de choses, en fait, c'est de pouvoir recommencer petit petit, mais qu'il sache qu'il peut trouver la sécurité à l'intérieur de lui-même, que l'environnement n'est pas quelque chose qui est un danger perpétuel, que le troupeau n'est pas sa sécurité absolue, qu'il peut Ouais, trouver la sécurité à l'intérieur de lui. Et donc là, on est d'accord que c'est un peu de la psychologie de cheval à faire, ouais. mais c'est à partir de ce moment-là, je pourrais le monter. Parce que je ne veux pas me retrouver dans cette même situation où finalement, je ne t'écoute pas et tu vas faire ce que je te dis. Ouais, Parce que tous mes chevaux ont appris à pouvoir dire hé, ouais. ça c'est trop pour moi. Et j'adore ce que tu dis parce que du coup, euh, toi, tu cherches à ce que tes chevaux, au bout du bout, tu cherches à ce que tes chevaux, ils trouvent la sécurité en eux-mêmes, mais pas, du coup, j'entends pas que tu cherches à ce qu'ils cherchent la sécurité en toi, qu'ils trouvent la sécurité en toi, ou presque trouver la sécurité en toi n'est qu'une étape pour C'est peut-être trouver la sécurité en eux-mêmes, quoi. oui, oui. Parce qu'en trouvant la sécurité, ils vont prendre des bonnes décisions. Ouais, Parce que embarquer, c'est une mauvaise décision. ouais, Se pour tout le battre, monde. c'est une mauvaise décision. Ouais, Rester sans bouger jusqu'à l'explosion, c'est une mauvaise décision. Moi, je veux qu'ils puissent avoir une sorte de baromètre d'évaluation intérieure, qu'ils puissent décider de, oh ben tiens, ça me rassure pas, je vais m'éloigner tranquillou, mais je vais pas partir comme un pété, casser les fils, ce genre ouais. de choses. Et ça passe, ouais, pour toi, ça passe dans le fait qu'il soit sécure avec lui-même et même pas forcément, enfin, qu'il y ait notre présence ou pas, en fait. Mm. Cool. J'adore. J'adore parce que souvent, du coup, moi, au quotidien, j'accompagne des couples cavaliers-chevaux. Et en fait, souvent, j'ai des gens en face de moi qui cherchent à ce que les chevaux aient confiance en eux. Donc, que le cheval ait confiance en le cavalier. Mais effectivement, en réalité, pour moi, ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas parce que le jour où il y a un drame qui se produit et que le leader n'est pas là, Bah ouais, le où cheval, est-ce que le cheval va trouver sa sécurité? bah ouais, Il faut qu'il ait confiance en lui, qu'il ait confiance dans ses bonnes décisions. Et en fait, les chevaux, c'est comme nous. C'est, il y a tel événement qui s'est produit, voilà ce que j'ai fait, et je suis en vie. Donc, le prochain événement similaire à celui-là, je vais refaire la même chose. ouais, Et donc, si effectivement d'être parti plein pot et d'avoir pété les fils, ça m'a permis de rester en vie, mais la prochaine fois, je vais faire ça. Mais moi, j'ai pas envie qu'il fasse ça. ouais. Donc, en fait, c'est lui apprendre que ça, c'était pas une bonne décision. Ouais. Et qui peut faire autre chose, surtout. Enfin, qu'il y a une Exact. autre décision possible Oui, qui peut faire en sorte qu'il va rester en vie, tout pareil, quoi. exactement. Exactement. Ah, j'adore. Ok, cool. Et du coup, euh, chouette. Si on devait résumer les apprentissages là, du coup, de ton parcours, c'est même pas. Enfin, aujourd'hui, l'équicoaching, c'est ton métier, mais c'est ton vécu qui fait ton équicoaching et ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Euh, Par rapport à des cavaliers, si tu devais retenir peut-être 2 ou 3 leçons de ce que tu as vécu toi avec tes chevaux et ce que tes approches diverses et variées, toutes celles que tu as explorées, t'ont amené. Si tu devais enfin, retenir 2 ou 3 apprentissages que nous, en tant que cavaliers, ou que tu voudrais aider les cavaliers à mettre en place avec leur cheval, quels seraient ces 3 apprentissages? Euh, Faire ma question. c'est une excellente question. Ouais. Tu vois, en pratico-pratique, Ouais. moi, je suis face à mon cheval
et je veux l'aider à être sécure lui-même, tu vois, qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux faire de différent ou qu'est-ce que je peux mettre en place? Mais déjà, c'est de l'écouter. Ouais, C'est d'écouter jusqu'où ou à partir de quand l'insécurité arrive ou jusqu'où ils se sentent en sécurité. ok. Donc c'est de l'observation, c'est C'est de regarder son l'observation. cheval en situation de stress, en gros, Oui, pour réussir à déterminer à partir de quand il est plus capable de gérer, quoi. peut-être un petit peu avant, hein, Ouais, parce qu'il y a ouais, quand même des signes. Donc, quand je dis écouter, c'est écouter cette subtilité-là aussi. Euh, il y a écouter, il y a faire confiance, euh, parce que je pense que quand on apprend quelque chose au cheval, on veut être sûr qu'il a bien compris. Et en fait, il a compris quasiment à la première fois. Mais nous, on répète encore. Et je pense que il y a un truc qui fait, ouais, c'est bon. Mais ouais, du c'est coup, la lourdeur dont tu parlais au début, c'est trop drôle, c'est exactement ça, quoi. voilà. Ouais, C'est ça. Et donc, c'est leur faire confiance, mais aussi la troisième chose, c'est qu'on n'est pas le centre de leur monde. Donc, c'est de se faire confiance à soi que on a fait les bonnes choses. Dans une relation, il n'y a que 50% qui nous appartient et 50% appartient au cheval. Donc, euh, je vais te faire confiance, mais j'ai confiance que je peux te donner cette confiance-là. ouais. C'est-à-dire que j'ai tout mis en place Oui, d'un point de vue peut-être sécurité pour pouvoir oui, te donner cette confiance-là. oui. Avec ce cheval, par exemple, ce que j'ai fait au début, c'est en fait, j'ai deux grandes prairies qui sont avec des barrières en bois et il y a un couloir au milieu. Ouais, Au début, j'avais délimité le couloir à chaque bout et donc je le laissais manger dans le couloir. Et donc, il était de l'autre côté. Il voyait, il pouvait même toucher les autres, sauf si je mettais l'électricité, mais j'ai pas fait ça. Et puis après, je l'ai éloigné petit à petit, mais je le faisais tous les jours. Et il est accepté les allers-retours, en fait. ouais, ok. Parce que on a fait des progrès, et puis en 3 jours, et puis le quatrième jour, il a même pas voulu aller dans le couloir. Et je dis, ah non. Ouais, Si on part en disant, ah ben non, je vais te forcer parce que tu l'as fait jusque-là hier, et avant-hier, et encore avant-hier, c'est là où on ruine tout. C'est dire, OK, aujourd'hui, c'est pas le jour, eh ben, on va te laisser. Et le lendemain, ben, on a été encore plus loin. C'est d'accepter, en fait, la sortie de zone de confort, ça fait beaucoup d'allers-retours. ouais, Parce qu'on dit, oui, tu dois sortir de ta zone de confort, hein, mais l'apprentissage, ça n'est jamais que des allers-retours entre quelque chose d'inhabituel, donc un peu de stress, et le retour vers ce que je connais. Ce qu'on ouais, appelle cette fameuse approche retrait, hein, c'est ça. ouais, Et je sors de ma zone de confort, jusque-là je peux, et jusque-là c'est beaucoup trop. ouais. Alors, quand on est dans le beaucoup trop, on n'apprend plus rien du tout, et on revient, boum, à la zone de confort. Ah, j'adore. Et en fait, moi, j'ai fait l'expérience, du coup, grâce à, notamment, j'ai bien capté ça pendant le stage avec Elsa, c'est que j'ai changé mon paradigme de l'approche retrait. Enfin, j'ai vraiment changé mes lunettes sur l'approche retrait, où avant, tu vois, je me disais, bon, ben, aujourd'hui, je m'éloigne de 10 mètres, demain, je m'éloigne de 20, après-demain de 30, etc. Et en fait, je me suis rendu compte en regardant les choses comme ça, ben, effectivement, tu progresses et tu régresses. Et donc là, j'ai carrément changé mon approche retrait en me disant que mon repère, ça allait plus être des repères, par exemple, de distance sur un cheval qui a du mal à sortir de son pré, par exemple, l'exemple que tu disais, mais ça allait être des repères de niveau de stress du cheval. Oui. Tu vois, de me dire, ben, aujourd'hui,
tu vois, si on dit que à 0, ton cheval est hyper serein et à 10, il panique, bah, c'est que tous les jours, au lieu de mettre un objectif de distance de mon pré, je me mets un objectif de niveau de stress du cheval. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais jusqu'à 6 de stress, mais pas au-delà. Et en fait, en réfléchissant comme ça et en mettant mes points de repère sur le stress du cheval et pas sur la distance ou un objectif purement, tu vois, dans le faire, mais être plus dans chercher à aller jouer presque avec le niveau du stress du cheval, et ben en fait, je me rends compte que les chevaux, ils progressent, mais à un point dingue, quoi. Exactement. Et c'est la même chose pour les cavaliers. Parce que si tu demandes à un cavalier qui n'est pas à l'aise de galoper et que Ouais, tu le pousses à galoper, tu peux juste le traumatiser à vie. ouais, Euh, et tu peux traumatiser le cheval parce que, en fait, tout ça, la relation est basée sur les émotions. mm, Ce que c'est qu'une émotion, c'est une énergie en mouvement. Donc, c'est un mouvement du dedans vers le dehors. ouais, Mais aussi, tu peux, puisque c'est une énergie comme l'électricité, mets tes doigts dans la prise, ça fait mal, hein. Quand il y a un orage, on sent aussi l'électricité dans l'air. Eh bien, en fait, les chevaux, ils n'ont pas de grammaire, ils s'expriment par le mouvement. Mais comprendre ça aussi de la part du cavalier, je me souviens d'avoir eu un prof qui m'a dit: Oh, arrête, ton cheval n'a pas d'émotion. Je dis: Mais si, je le sens, je suis dessus. ouais, Ça, je trouve ça terrible, en fait, de ne pas comprendre que cette énergie, c'est quelque chose qui doit aller ensemble. ouais, Et donc, les émotions, c'est un mouvement perpétuel, un mouvement de vie, en fait, parce que le jour où on ne bouge plus, il n'y a plus rien, plus d'émotion, il n'y a plus de vie. ouais. Et donc, effectivement, de comprendre les niveaux de stress et les émotions, et de savoir effectivement que ton cavalier, il faut aussi prendre en compte ses émotions et pas l'envoyer dans... Alors, il y en a qui vont: Ouais, j'ai eu peur, c'était bon. Et puis, il y en a d'autres qui disent: J'ai eu peur, mais c'est fini, je veux plus. Ou je suis pas bien. Ouais. Ok, cool. Ouais, merci pour cet échange, Florentine. C'était vraiment hyper. J'adore. Je pourrais rester là des heures, mais c'est pas le but. On a un timing quand même. Exactement. Et justement, du coup, le timing avance. Du coup, je voulais en profiter. Pour te poser, j'ai deux petites questions rituelles de fin Oui. d'enregistrement. Donc, je vais te les poser l'une après l'autre. D'abord, je voulais te demander euh, qui est-ce que tu aurais aimé entendre en interview dans ce podcast? Qui Si tu est-ce avais une personne à recommander, d'après les échanges qu'on a eus. euh, D'après les échanges qu'on a eus, il y a une personne euh, que je connais sans bien connaître. Enfin, il y en a deux auxquelles je pense. Ouais, La première, c'est Alexandra Meulemans. ok. C'est Euh, ça. et la seconde, je la connais bien. Elle apparaît d'ailleurs dans le film de Leila Pagès, Karine Tiran. Ok. Je la connais très très bien parce qu'on a eu un parcours similaire. On a fait enfin, elle a fait partie des formations que moi j'organisais d'Eki Coaching. Elle a fait venir Sylvia Fürer pendant des années en Belgique. Je ne sais, je crois elle ne la fait plus venir maintenant, mais voilà. Et, euh, et en fait, pendant tout un temps, les formations en Belgique d'Elsa se sont passées chez elle. C'est nouveau chez moi maintenant, mais voilà, parce qu'elle avait un espace plus grand et Cool. Ben écoute, j'essaierai de les contacter. On verra si elles sont intéressées j'ai pour les recommandé choses. les Belges, hein, mais Ouais, dans, dans ça me les, va. dans les Français, il y en a aussi, hein. Non, mais ça me va. Les Belges, ça nous fera voyager un peu. C'est cool. Voilà. C'est cool. Chouette. Eh ben, merci pour ça.
Et donc, la dernière question, et non pas des moindres, je voulais te demander si, pour toi, si tu devais résumer l'équitation en 2 mots, quels seraient ces 2 mots? Alors, l'équitation, quelle équitation? Parce qu'il y a tellement d'équitation. Ouais. Eh ben, je sais pas, l'équitation, celle qui est pour toi l'équitation, ou celle que Ce tu qui- préfères. euh, alors, pour moi, c'est un partage relationnel, l'équitation. Ok, cool. Ok. Est-ce qu'on considère que c'est les 2 mots ou est-ce que tu veux, on dit que c'est une expression et tu veux donner, Non, un partage relationnel, ça je me... crois que c'est effectivement assez, ouais, yes, ok, cool. Eh ben, on va rester là-dessus. Je te remercie beaucoup, Florentine, pour Moi cet aussi. échange. J'ai adoré. Moi aussi. C'était C'était très un chouette. très agréable moment. Et je te remercie vraiment de m'avoir invité pour ce podcast. Mais avec grand plaisir. Et donc, si les personnes qui écoutent ce podcast veulent te contacter, vers quel biais je peux les renvoyer? Le plus simple, c'est sur mon site internet, www.chevaliance.eu. Ok, je mettrai le lien dans la description du podcast. Ok. Ok, cool. Eh ben, je te remercie, Florentine. Et puis, je te souhaite une bonne journée. À bientôt. À bientôt. À Au revoir. bientôt. Et voilà, la conversation est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, ce que je retiens de cet échange avec Florentine, c'est vraiment le fait que pour elle, l'équitation est, comme elle dit, un partage relationnel. C'est vraiment une relation entre le cheval et le cavalier. Ce que j'adore aussi dans ce qu'elle nous a partagé aujourd'hui, c'est le fait de se rendre compte que le cheval peut apprendre à se sentir en sécurité à l'intérieur de lui-même et que c'est peut-être le plus important dans l'équitation, c'est de rendre nos chevaux autonomes dans leur façon de se gérer, notamment émotionnellement. Ça, j'adore parce que ça enlève comme un espèce de poids des responsabilités. On n'a pas à être responsable de la sécurité de notre cheval. Alors, on l'est sous plein d'aspects, mais la sécurité émotionnelle, le plus intéressant, c'est quand elle est gérée par le cheval lui-même. Nous, en tant que cavalier et en tant que propriétaire, on peut l'accompagner à trouver sa propre sécurité. Je trouve ça hyper intéressant comme façon de voir les choses. Si je résume les 3 choses que Florentine voulait nous partager pour améliorer notre équitation, d'après son expérience, c'est 1, d'écouter notre cheval, 2, de faire confiance, d'avoir confiance en notre cheval sur le fait qu'il peut trouver les bonnes solutions, et 3, c'est se faire confiance à nous-mêmes, avoir confiance en le fait qu'on a mis toutes les choses en place qui vont permettre à notre cheval de trouver la bonne solution. Ces 3 apprentissages hyper, puissants que moi je partage aussi carrément et que je vous invite à tester chacun à votre façon dans les prochaines séances que vous ferez avec votre cheval. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je te laisse t'abonner sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Et si le cœur t'en dit, tu peux aussi laisser 5 étoiles et ou un commentaire. J'adore avoir vos retours sur les épisodes que je propose. Quant à moi, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.